Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour cette 5e matinale consacrée au développement durable, à l'économie de la ressource, dans le cadre de cette 4e édition de l'Académie des savoir-faire consacrée au textile. Elle se déploiera donc en 3 grands temps, une grande conférence sur le coton en première partie de matinale, suivie après la pause de 3 invités qui nous rejoindront pour une table ronde attendue autour de la question du recyclage, non pas des déchets, on verra que c'est une ressource avant tout, donc des textiles secondaires qui sont récupérés notamment donc en France. Le 3e temps est un peu plus spécifique sur 2 points. D'abord, donc sur la forme. Madeleine Leclerc, que je vais vous présenter dans quelques temps, va nous rejoindre à différents moments de la matinale pour nous présenter des extraits musicaux, qu'ils soient chantés ou uniquement instrumentaux, qui sont évidemment en lien donc avec les textiles, en lien avec notre thématique annuelle, bien sûr. Mais la question pourrait se poser, développement durable, pourquoi la musique ? Et alors évidemment, c'était une façon de convoquer avec subtilité ce 4e pilier du développement durable, souvent on le nomme un peu rapidement comme si on s'excusait d'être au bord de l'oublier, c'est-à-dire toute la dimension culturelle. Alors pourquoi souvent elle n'est pas rapportée par rapport aux 3 piliers qu'on connaît et qu'on ne cesse de répéter autour de cette notion-là, donc c'est-à-dire l'environnement, l'économie et le social? C'est d'une part parce que la dimension culturelle est souvent ineffable, elle est difficile à décrire, difficile à donner en mots, verbalement, et aussi parce qu'elle est difficile à quantifier. Ça a toujours été un grand problème, notamment dans une économie principalement libérale où tout doit avoir un prix. On se souvient peut-être de ce chercheur australien dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui avait voulu donner un prix à la barrière, à monétariser l'intérêt de la barrière de corail en Australie, de façon à attirer l'attention des médias. 30% des coraux sont morts lors du dernier épisode caniculaire il y a 2 ans, donc une catastrophe. Et donc c'était volonté de quantifier la beauté, et en tout cas de la ramener, parce que donc la beauté c'est aussi l'émotion. Et l'émotion, ça ne va pas forcément en face à face ou contre la raison. C'est l'émotion étymologiquement, et l'étymologie est tout le temps essentielle pour comprendre le sens de ce que nous faisons. C'est le mouvement, c'est la même chose, motion, émotion. Et donc voilà pourquoi nous avons demandé à Madeleine Leclerc, qui est donc conservatrice au musée d'ethnographie de Genève, où elle est en charge du département d'ethnomusicologie et de l'AIMP, qui sont les archives internationales des musiques populaires. Elle nous en dira quelques mots sur ces archives en tant que telles. Et elle va nous présenter, dans le cadre d'une conférence éclatée, le terme n'est pas très beau, mais c'est ce qui convient le mieux, 7 extraits musicaux, parce qu'on a été incapable de resélectionner tellement c'était beau. Donc on commencera avec 2 extraits musicaux sur le coton. On retrouvera Madeleine à différents moments de cette matinale, et on prendra les questions pour Madeleine Leclerc uniquement au moment du dernier extrait, à la fin de la matinale, quand on la retrouvera la dernière fois. Et là, pour l'instant, nous allons donc voyager dans le temps, dans l'histoire et évidemment géographiquement, tout au cours de cette matinale, au travers de ces extraits. Et là, tout d'abord, en Égypte. Chaque fois, Madeleine nous donne les éléments, la gangue explicative pour ces extraits musicaux. Nous l'écoutons. Et alors là, pour ce début de matinale, il y en aura 2 extraits musicaux. Madeleine, merci beaucoup de nous avoir rejoints, surtout qu'hier s'ouvrait au musée d'ethnographie de Genève une exposition annuelle temporaire, la plus conséquente de l'année, sur le conte. Donc si jamais le chemin de vos vacances vous conduit, ou pas d'ailleurs, professionnel, vous conduisent à Genève, n'hésitez pas à faire un petit détour par ce musée. Madeleine, merci. Nous vous écoutons pour ce premier extrait. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Et je suis ravie d'être ici parmi vous pour vous faire découvrir et partager avec vous certaines trouvailles que les ethnologues et les chercheurs ont fait et qui évoquent les liens parfois étonnants qu'on peut tisser, qui se tissent entre la musique et les textiles. Donc ces liens, ces histoires vont être racontées par différentes musiques qui proviennent des archives internationales de musique populaire conservées à Genève. C'est un fonds d'archives qui est important, qui a été créé en 1944 par le fondateur Constantin Brailoiu, un érudit musicologue d'origine roumaine. Il y a 20 000 heures de musique traditionnelle, c'est-à-dire musique originaire de différentes des 5 continents, et plutôt qui sont importantes pour l'identité d'une population.
J'ai donc préparé cette petite sélection en vous faisant d'abord écouter des musiques qui sont liées au travail de la récolte du coton. C'est un travail qui est fatigant, qui est laborieux. C'est souvent un travail qui était fait par des femmes. Et donc le premier enregistrement a été fait en Égypte, un pays qui a beaucoup exporté de coton en Europe, évidemment. L'enregistrement a été fait en 1967 et c'est un groupe de jeunes filles qui ont été enregistrées pendant qu'elles récoltaient les boules de coton. On peut l'écouter maintenant. Voilà. Et le deuxième enregistrement a été fait en 1940 dans le sud des États-Unis, en Alabama. L'enregistrement nous fait entendre une femme qui avait 80 ans, née esclave dans une plantation et qui a appris de sa mère un chant que vous allez entendre maintenant. C'est une musique qui a été enregistrée par John Lomax et sa femme Ruby Lomax, qui ont beaucoup enregistré dans le sud des États-Unis et dont le fils, Alan Lomax, qui est bien connu dans le milieu des musiques traditionnelles nord-américaines, a passé sa vie à enregistrer les descendants d'esclaves et a notamment essayé de retrouver les racines du blues. Donc c'est un enregistrement qui est précieux, qui est assez ancien, qui n'est pas très très bon, parce que la technique ne le permettait pas à cette époque, mais je vous invite à écouter cette femme qui nous chante un chant de coton d'Alabama. Way down in the bottom, Waddy Cotton so rotten, you won't get your nut here today. Way down in the bottom, Waddy Cotton so rotten, you won't get your nut here today. Oh, little Johnny, he's a poor little fella. He won't get his 100 here today. Aunt Hattie, where'd you get this song? My mama learned it to me. How long ago? Oh, I don't know, sir. She's been dead about near 30 years. Did you ever pick any cotton? Me, yes, sir. How much did you pick a day? Oh, I pick about 150, 125. Je trouve ça très étonnant d'entendre la voix parler. On est presque à la limite entre le parler et chanter. On peut retrouver là peut-être les racines du blues, en effet. Donc il y a ce chant qui a été suivi d'un court entretien en fait entre la personne qui a enregistré, donc le couple Lomax, et cette chanteuse où elle raconte. Oui. Où elle raconte, la chanteuse raconte qu'elle a appris ce chant, le chant de sa mère. Là, pour les paroles, peut-être traduire les paroles, il faudrait réécouter une autre fois, mais je pourrais mettre le document à votre disposition pour cela. Merci beaucoup, Madeleine. Nous retrouvons, après la grande conférence sur le coton, ce dernier extrait donc, dans le sud des États-Unis d'Amérique et au travers des racines du blues, m'a fait penser, alors qu'on préparait cette sélection, à un petit extrait de l'exposition, la première exposition monographique de C.S. Sergate au Palais de Tokyo qui vient de se clore la semaine dernière,
où il écrit à un moment, c'est un artiste très engagé, « Je veux construire une maison de l'amour et me rappeler que la lumière et l'obscurité, les rhapsodies de la noirceur, sont les fondations complexes sur lesquelles sont posées la justice et la beauté. » Alors le coton, évidemment, c'est doux, ça peut être très beau, mais ça pose toutes ces questions-là par rapport à un monde complexe qu'on va maintenant aborder avec Bruno Bachelier. Et Madeleine, donc, nous retrouvons d'ici une petite heure, et maintenant Bruno va nous rejoindre pour donc être là cette fois une conférence sur uniquement la filière amont du coton, on va dire depuis la graine. Vous avez des exemples et Bruno nous en parlera un peu plus longuement devant vous. Vous pourrez même repartir avec une petite graine si vous voulez pour essayer de la planter. Enfin, vous nous raconterez si ça marche ou pas. Ça a été une longue quête de Colbert au XVIIe siècle, qui aurait été ravi de pouvoir faire pousser du coton en France, et ça n'a jamais marché, malheureusement, contrairement à la soie. Donc la filière amont, donc principalement sur des questions agronomiques, mais pas uniquement. Évidemment, ça touche aux dimensions sociales et économiques. Et il faut bien comprendre que cette matinale sur le développement durable, sur l'usage de la ressource, elle fonctionne un peu comme avec deux jambes. On a les images qu'on mérite. J'en ai cherché d'autres, mais celle-ci fonctionne bien. Avec la prochaine sur l'économie ou avec Emmanuel Beto-Stüb, nous retrouverons évidemment toute la question de la mondialisation du coton et nous reprendrons le fil à ce moment-là de l'aval de la filière et de la consommation des produits sur les marchés finaux, notamment à base de coton, entre autres. Bruno Bachelier, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous étiez un binôme pour monter cette conférence sur l'amont de la filière coton. Et donc vous en direz un petit peu plus, quelques mots de votre collègue, Monsieur Gourlot, aussi. Et donc vous êtes docteur en biologie et en agronomie, généticien. Vous êtes le correspondant de la filière coton au CIRAD. Donc le CIRAD étant le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, pour des raisons historiques, travaillant principalement, mais pas uniquement, dans l'Afrique occidentale, l'Afrique subsaharienne. Et je vous laisse tout de suite la parole. Je vous remercie à nouveau de nous avoir rejoints donc pour ce voyage dans le monde du coton pour 1 heure. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Jacquet. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Merci à vous de votre présence ce matin. Donc, cette présentation sur le monde du coton, complexe de faire court, parce qu'évidemment, comme tout monde en soi, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, nous l'avons préparé à 4 mains avec mon collègue Jean-Paul Gourlot, qui lui est technologue, donc s'occupe plutôt des aspects de qualité de la production. Juste un mot d'introduction sur le CIRAD, donc l'entreprise pour laquelle je travaille, donc qui est un centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, basé à Paris pour la partie administrative et surtout à Montpellier pour la partie laboratoire et serre. Nous sommes un établissement public français, nous avons une mission internationale et nous travaillons essentiellement en partenariat avec un certain nombre de collègues dans d'autres pays à travers le monde. Vous avez ici une carte générale des implantations dans lesquelles nous sommes présents. Le CIRAD, c'est à peu près 1600 personnes, dont la moitié de chercheurs, dont une bonne partie est présente sur le terrain dans la zone intertropicale essentiellement. Nous avons une expérience d'une 50aine d'années. En fait, le CIRAD est issu d'instituts de recherche qui ont été créés juste après-guerre et qui se sont donc rassemblés il y a une 20aine d'années pour créer le CIRAD. Alors le CIRAD travaille sur le coton, sur la production du coton et un petit peu sur sa transformation, mais pas uniquement. Le CIRAD travaille sur de nombreuses filières tropicales, végétales et animales. Donc il y a un département vétérinaire notamment qui travaille sur la partie vaccin. Et puis il y a tout ce qui est également pisciculture qui est prise en compte, ainsi que la dimension forestière. Les travaux du CIRAD qui concernent plus spécifiquement le coton se situent, M. Jacquet l'a rappelé, essentiellement en Afrique pour des raisons historiques, puisque donc, la France avait au sortir de la guerre un certain nombre de colonies en Afrique subsaharienne qui approvisionnaient notamment les industries françaises métropolitaines avec un certain nombre de matières premières, dont le coton, mais pas que bien sûr.
Alors sur ce qui concerne spécifiquement le coton, le CIRAD travaille aujourd'hui essentiellement sur les aspects de création de nouvelles variétés conventionnelles, non transgéniques, sur la gestion des bioagresseurs, j'entends par là insectes adventices, c'est-à-dire les plantes associées à la culture et les maladies, tout ce qui est fertilité des sols en zone cotonnière, c'est une question importante, les systèmes de culture durables et tout ce qui est transition agroécologique, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, mais c'est une réalité sur le terrain. Les aspects mécanisation et motorisation sont importants également pour cette culture. Tout ce qui est analyse de la qualité des produits du cotonnier, vous avez ici une petite image d'un appareil de mesure donc de la qualité du coton. Nous avons également des collègues qui travaillent plutôt en sociologie sur l'accompagnement des petits producteurs. On travaille sur des aspects de modélisation de la production, donc en termes informatiques, sur les aspects économie de la filière, etc., etc. Je vous ai mis ici 2 liens Internet si vous voulez avoir un peu plus d'informations générales. Le deuxième lien concerne une petite brochure qu'on avait éditée à l'occasion du Salon de l'agriculture, dont quelques exemplaires sont présents sur l'estrade ici. Alors, rentrons maintenant dans le monde du coton un peu plus globalement, avec, pour commencer, quelques repères botanico-historiques, entre guillemets. On estime que les premiers cotonniers sont apparus sur Terre il y a environ 11 millions d'années. C'est donc les recherches d'ethnogénétique qui permettent de le montrer, avec des aires d'origine qui viennent de tous les continents, sauf l'Europe. C'est le seul continent sur lequel les cotonniers ne se sont pas développés. La famille du cotonnier, ce sont les malvacées. Alors ceux qui ont des jardins, qui connaissent les mauves, les altéas, les hibiscus, voilà, tout ça c'est un petit peu la même grande famille. Le genre qui concerne le cotonnier s'appelle le genre Gossypium. Il compte aujourd'hui 50 espèces identifiées, dont seulement 4 sont cultivées. Ça veut dire que les 40 et quelques autres ne le sont pas, mais par contre elles constituent un réservoir génétique important, avec donc une source de résistance à des maladies, à de la sécheresse par exemple, qui peut être tout à fait intéressante. Alors ces 4 variétés aujourd'hui cultivées, 2 viennent de l'Ancien Monde, donc l'espèce Herbaceum et l'espèce Arboreum, donc à cheval entre l'Afrique et l'Asie. Et les 2 autres, Hirsutum et Barbadensé, sont originaires du Nouveau Monde, donc Amérique centrale et Amérique du Sud. Et puis le nom Barbadensé, évidemment, fait penser à la Barbade. Les 2 premières espèces donc, de l'Ancien Monde, Herbaceum et Arboreum, sont parfois désignées comme le coton indien, parce que c'est vrai que c'est un petit peu leur aire d'origine. Elles ne représentent aujourd'hui, en termes de volume de production, que 2 à 5% du coton produit à travers le monde. Donc ça reste relativement confidentiel. Ce sont des fibres courtes qui ne sont pas de très bonne qualité, mais qui sont néanmoins utilisées en confection et en textile. La 3e espèce, donc le coton barbadensé, qu'on appelle aussi assez communément le coton égyptien, parce que c'est dans ce pays qu'il a connu un grand développement. On l'appelle également Sea Island ou ELS pour Extra Long Staple, car c'est un cotonnier qui produit des fibres très longues, de plus de 33 mm, ce qui est assez intéressant en termes de transformation. C'est 5 à 7% du coton mondial, donc ce n'est pas du marché de niche, c'est quand même un coton qui est relativement utilisé, mais plutôt pour des produits haut de gamme, puisque la finesse de sa fibre et sa longueur permet de faire des fils très fins et donc des tissus de très bonne qualité. Enfin, la dernière de ces 4 espèces, c'est le Gossypium hirsutum, qu'on appelle aussi parfois le coton upland, qui représente, lui, 90% de la production mondiale, donc autant dire que c'est le gros de la cavalerie. Ce sont des fibres de longueur moyenne, de qualité intermédiaire, qui donc conviennent à la majorité des textiles qui sont produits aujourd'hui. Alors, ces 4 espèces donc, sont cultivées parce que leur fibre est, déjà parce qu'elles ont de la fibre, mais surtout parce que cette fibre est filable. Or, toutes les fibres qui existent à travers le monde ne sont pas filables. Le kapok, par exemple, c'est une fibre qui n'est pas filable. Le coton, la fibre de coton, c'est 95% de cellulose. Autant dire que c'est presque de la cellulose pure. Vous avez sur l'image en haut à gauche, en fait, ce qui est le produit de la récolte, c'est-à-dire une graine que vous avez au centre qui porte des fibres, plusieurs dizaines de milliers de fibres, dont vous avez une image grossie, bien sûr, en microscopie électronique en haut à droite. Vous voyez que cette fibre, elle est légèrement vrillée, c'est ce qui lui donne sa qualité de filabilité.
Certaines fibres, donc je le disais, ne le sont pas parce qu'elles sont plutôt lisses comme des baguettes de tambour. Et évidemment, il n'y a pas d'accroche qui permet de faire du fil. Donc sur les deux images du bas, vous avez une coupe donc d'un fil où vous voyez un certain nombre de fibres alignées côte à côte, et puis une image d'un fil grossi donc sur l'image de gauche. Certaines variétés sont naturellement colorées. Je vous en ai pris quelques exemples ici. Donc ça va du vert clair jusqu'au beige, brun roux. Voilà, donc ça reste là une petite production assez confidentielle qu'on trouve un petit peu aux États-Unis et un petit peu en Amérique du Sud. Ça reste destiné à des produits relativement marginaux, mais pourquoi ne pas imaginer qu'il puisse y avoir un avenir pour ce type de fibres naturellement colorées, donc qui permet de passer outre l'étape de teinture dont on sait qu'elle est relativement polluante. Voilà pour la partie un petit peu descriptive du cotonnier. Juste quelques repères historiques rapidement. Les premières traces d'utilisation par l'homme du coton remontent à 3500 ans avant Jésus-Christ, donc 5 millénaires par rapport à nous. Ce sont des fibres et des fragments de vêtements qui ont été découverts au Pakistan, dans la vallée de l'Indus, au Pérou, au Mexique. Donc en fait, sur plusieurs aires de répartition, on s'aperçoit que l'homme a commencé à utiliser le coton de façon parallèle dans des lieux relativement éloignés. 1er siècle après Jésus-Christ, beaucoup de caravanes qui allaient de l'Inde à l'Égypte, donc qui ont contribué au transfert du coton. À partir du 9e siècle, les Sarrasins ont introduit le coton en Sicile, en Espagne, et puis généralement sur le pourtour de la Méditerranée. 14e siècle, on note sa présence en Amérique centrale et en Amérique du Sud. 1536, c'est l'introduction officielle dans ce qui sera les États-Unis dans le futur. Vous avez une petite illustration en bas qui date du XVe siècle, un bois gravé qui représentait à l'époque ce qu'on appelait l'arbre à laine, puisque évidemment la fibre de coton faisait beaucoup penser à la laine qui était bien plus développée à l'époque que le coton, bien sûr. Jusqu'au XVIIIe siècle, prédominance du coton indien, donc avec les espèces que j'ai mentionnées tout à l'heure. À partir du XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle, on voit apparaître beaucoup de choses qui ont boosté un petit peu la production cotonnière. À la fois, là, en termes de transformation, le premier métier à tisser que l'on doit à M. Jacquard, donc qui date de la fin des années 1700. Vous avez ici une image donc, qui a été prise au musée de la tapisserie à Aubusson, donc, qui garde un exemplaire. On en trouvait également à Lyon, puisqu'il y avait également un gros pôle textile qui était sur le Lyonnais. Autre innovation très importante, c'est la première égreneuse à scie. Alors une égreneuse, c'est ce qui permet de séparer la fibre d'un côté de la graine de l'autre. Pendant longtemps, cette étape de séparation fibre et graine a été un facteur limitant du développement de la production cotonnière. À partir du moment où ce type de machine a été développé, il a permis de très rapidement donc, augmenter la production cotonnière. Vous avez ici donc une image de cette première égreneuse qui est gardée dans un musée aux États-Unis, au Mississippi, donc une reconstitution, mais on voit un petit peu comment ça pouvait fonctionner à l'époque avec un petit rouleau qui contient des scies circulaires, donc qui extrayait la fibre avec des brosses pour la séparer de la graine. Alors évidemment, qui parle développement du coton aux États-Unis, et Madeleine l'a rappelé tout à l'heure, c'est très lié évidemment à l'histoire de l'esclavage. Donc la prédominance et le développement énorme de la production américaine a contribué malheureusement à l'essor de l'esclavage, puisqu'il fallait beaucoup de main-d'œuvre à la fois dans les champs, mais également pour tout ce qui était la manutention et la transformation du coton. À partir du 19e siècle, on note une extension importante des zones de production, avec l'introduction du coton barbadincé en Égypte, donc dont son appellation actuelle de coton égyptien. La guerre de sécession aux États-Unis a provoqué un arrêt, ou en tout cas une forte chute de la production cotonnière aux États-Unis, ce qui a finalement transféré la production dans d'autres pays qui ont saisi cette opportunité pour développer la culture cotonnière, notamment l'Australie et l'Afrique à cette période. Et au XXe siècle, donc là, un développement mondial, donc tous les continents se sont mis à cultiver du coton pour notamment répondre aux besoins de l'industrie, que ce soit en Afrique, en Inde, en Chine, en Asie centrale.
Bon, voilà, donc un panorama et quelques repères sur la partie botanique et historique. Le point suivant que je me suis permis d'appeler, avec un petit jeu de mots, tout est bon dans le coton, pour vous montrer que finalement, c'est une plante à partir de laquelle on peut faire pas mal de choses, et pas que du textile. Vous avez ici quelques illustrations d'un champ de coton en floraison, en haut à gauche, d'une fleur de cotonnier. Alors là, on est sur l'espèce Gossypum hirsutum, donc la plus importante. Un fruit qu'on appelle une capsule, donc une capsule de cotonnier à maturité, prête à être récoltée. Et vous avez donc en dessous un champ à maturité et en bas à gauche un marché de coton qui doit se dérouler ici au Cameroun, je crois, donc qui est la place sur laquelle tous les producteurs apportent leur coton pour qu'il soit évacué vers les usines. Vous avez en haut donc les premières étapes qui vous sont indiquées. Donc on part évidemment d'un semis et on va donc jusqu'au produit de la récolte qui s'appelle le coton graine. Vous avez sur l'estrade ici quelques échantillons que vous pourrez toucher et voir tout à l'heure à la pause. Donc pour vous donner les étapes suivantes, donc à partir de ce coton graine, il y a cette fameuse étape de l'égrenage dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est si importante pour séparer la graine d'un côté de la fibre de l'autre. Vous avez donc l'illustration ici, l'image d'une égreneuse, donc évidemment un petit peu modernisée par rapport à celle de Whitney que je vous montrais tout à l'heure. Évidemment, la science et les techniques ont largement évolué depuis cette période. Et là, maintenant, on a des usines qui ont des énormes capacités de transformation, donc de séparation de la fibre et de la graine. Donc, le but de l'égrenage, c'est de séparer la graine d'un côté de la fibre, mais vous avez également une part de déchets. Alors, les chiffres, les pourcentages que je vous ai indiqués sont des pourcentages moyens, évidemment, ils dépendent de la qualité de la récolte et bon, c'est plutôt des chiffres qu'on va trouver sur le continent africain. Donc vous avez en gros 55% de graines en poids, 40% de fibres et 5% de déchets. Donc vous avez une illustration de chacun de ces produits en image ici. Alors la graine, qu'est-ce qu'on peut en faire? Pas mal de choses finalement, parce que la graine, donc vous avez deux photos en haut, donc une graine entière avec des restes de fibres, puisque après l'égrenage, en fait, l'égrenage ne sépare que les fibres les plus longues, et vous avez quelques fibres très courtes qu'on appelle le linter qui reste adhérent à la graine. Ce linter, en fait, c'est de la cellulose pure, comme je vous disais tout à l'heure, qui peut être utilisée dans pas mal de choses. Alors, il y a une époque où la cellulose était utilisée dans les mines pour faire des explosifs, de la nitrocellulose. C'est plus le cas aujourd'hui. Ça a été utilisé pour faire du feutre. C'est utilisé aujourd'hui pour faire des vernis cellulosiques. Il paraît qu'il y en a également dans les billets de banque. Alors, on a demandé des échantillons pour les analyser, mais on n'en a pas envoyé. Alors donc l'autre partie de la graine, c'est donc une coque et à l'intérieur une amande. Alors la coque peut être brûlée pour faire de l'énergie. L'amande, elle est riche en huile et en protéines. C'est à peu près 25% d'huile en teneur. C'est une huile alimentaire qui est très très utilisée dans les pays producteurs, comme une huile de table. Après extraction de l'huile, il reste donc un mélange de coque et de protéines qu'on appelle le tourteau, qui est en général utilisé pour l'alimentation du bétail. L'huile donc est utilisée dans une voie alimentaire, mais pas uniquement. Également, il y a des aspects pharmaceutiques, il y a des aspects cosmétiques. Vous avez ici des échantillons de savon en bas qui viennent du Burkina Faso, donc qui sont des choses qui sont produites traditionnellement au niveau industriel dans les pays producteurs. Complètement à droite sur cette illustration, donc vous avez les déchets qui, eux, sont également valorisés. Donc une partie de déchets, ce sont des fibres très courtes qui peuvent être utilisées comme des produits non textiles, par exemple pour faire des isolants, ou comme des produits textiles, par exemple des serpillières, donc des produits plutôt marginaux et avec une faible valeur ajoutée. Et puis, ils peuvent également être brûlés pour faire de l'énergie. Alors je continue sur la partie centrale, donc sur les fibres, qui restent quand même en termes de valorisation et l'élément principal de la culture. Alors on a tous l'image, enfin j'imagine, des fibres de coton sous forme d'une balle. C'est l'illustration que vous avez à gauche. Une balle de coton, c'est à peu près 220 à 230 kg, donc c'est quelque chose qui est très dense, très lourd. Sur chaque balle est pris un échantillon qui passe par un service qu'on appelle le service classement, qui permet de déterminer donc des caractéristiques physiques de ces fibres, de ces échantillons, pour pouvoir identifier la destination qui leur sera donnée. Une fois que cette caractérisation est faite sur chaque balle, on peut regrouper les balles en lots homogènes, donc c'est l'allotement.
qui partent ensuite, ces lots, par des transitaires qui vont donc être à destination des industries de transformation. Donc là, j'ai fait un petit peu un raccourci. Il y a évidemment beaucoup d'étapes qui nous permettent donc d'arriver soit sur des produits non tissés, qui représentent aujourd'hui une part importante de la production cotonnière, soit une transformation donc sous forme de fil, donc dans des filatures. Il y a plusieurs types de filatures, filature anneau, filature à turbine. Donc vous avez donc des illustrations ici. Ce fil peut être soit teint directement, soit utilisé comme du fil brut. Et à ce moment, il part dans soit une filière de tissage pour faire un tissu ou une filière de tricotage. Pour obtenir ce qu'on appelle, c'est le terme générique, que ce soit tissu ou tricot, une étoffe, donc qui rejoint bien l'appellation de notre journée aujourd'hui, qui part donc dans une filière de confection, en général, c'est la voie la plus utilisée pour faire de l'habillement, de l'ameublement. Voilà, c'est l'essentiel de l'utilisation aujourd'hui. Voilà, et tout ça boucle évidemment sur le recyclage qu'il faut bien mettre en avant parce qu'aujourd'hui c'est une préoccupation importante et donc vous avez là une vision globale des étapes et des produits de la filière coton. Alors je passe maintenant à un aspect un petit peu plus statistique, on va dire, donc quelques chiffres sur cette filière coton. Le coton reste aujourd'hui la première fibre naturelle et c'est la deuxième fibre textile en volume de production. Alors vous voyez que les choses ont quand même pas mal évolué. Le coton sur ce graphique est en jaune. Il représentait dans les années 60 80% des fibres textiles. Aujourd'hui, ce n'est plus que 25%. Et pourtant, en termes de volume, la production a augmenté entre ces deux extrêmes. Tout ça simplement parce qu'il y a eu évidemment un extrême développement des fibres synthétiques qui sont aujourd'hui largement majoritaires sur le marché des fibres textiles. Alors vous avez également des fibres artificielles. Fibres artificielles, c'est celles qui sont faites à partir de cellulose, en général de cellulose de bois. Donc c'est un produit naturel au départ, mais qui passe quand même par des étapes de transformation pour en faire des fibres. Et puis la laine reste aujourd'hui toujours assez marginale. Ce tableau vous montre les zones de production et de consommation. Alors je précise, quand je parle de consommation, c'est consommation dans l'industrie textile. Donc les zones de production, les 3/4 proviennent d'Asie et d'Océanie, donc avec en tête l'Inde, qui est aujourd'hui le premier producteur de coton, suivi par la Chine. Vous avez derrière, sur le continent américain, les États-Unis et le Brésil, qui sont également des gros producteurs. L'Afrique est plus restreint en termes de volume de production, ce n'est que 6% de la production mondiale. Mais par contre, c'est un gros exportateur. L'Europe, ça reste relativement marginal. Les principaux pays européens producteurs de coton, c'est l'Espagne et la Grèce. Mais ça reste un tout petit volume. La production mondiale, c'est 26 à 27 millions de tonnes. Donc les zones de consommation, donc en termes d'industrie de transformation, c'est là l'Asie qui est vraiment écrasante, avec quasiment 90% de la transformation sur ce continent, avec la Chine qui est le gros leader, suivi de l'Inde, du Pakistan. Il y a des pays émergents comme le Vietnam qui transforme aussi pas mal de coton actuellement. Autre zone de transformation, un petit peu les États-Unis et le Brésil. L'Afrique est très très minoritaire, c'est-à-dire qu'elle produit presque 2 millions de tonnes, mais elle n'en transforme sur place qu'à peine un quart. Donc vous avez cette carte qui vous résume un petit peu ces éléments et on voit très bien que les flux de coton à travers le monde se dirigent quasiment tous vers l'Asie, la Chine et l'Inde essentiellement. Ce graphique pour vous donner un petit peu plus de détails en termes de volume de production. Donc, on voit bien que l'Asie du Sud reste le gros producteur. Ce sont des chiffres récents de 2017-2018, suivis par l'Asie de l'Est. L'Amérique du Nord donc, est également un troisième lieu de production important. Donc vous voyez qu'en Afrique, c'est essentiellement l'Afrique de l'Ouest et du Centre, donc on va dire l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique zone franc CFA, qui est la plus importante en termes de volume de production sur ce continent. Lorsqu'on parle des rendements, c'est-à-dire la quantité de coton graine, donc le produit de la récolte que l'on récolte donc, en kilos à l'hectare, vous voyez que la moyenne mondiale qui se situe à peu près à 800 kg n'est pas atteinte dans la majorité des pays africains qui sont à peu près à la moitié pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et
voire au quart pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Donc il y a une marge de production, de progrès de la production dans cette zone qui est tout de même relativement importante. Je fais juste un focus sur l'Afrique de l'Ouest et du Centre, parce qu'encore une fois, c'est la région dans laquelle le CIRAD travaille davantage et s'implique avec ses partenaires. L'ensemble de la zone CFA est à elle seule le 3e exportateur mondial de coton. Autant dire que c'est une source de revenus très importante pour de nombreux pays. On compte que c'est de l'ordre de 3 à 10% du produit intérieur brut pour de nombreux pays comme le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, etc. etc. Donc beaucoup de pays africains ont une économie dans laquelle la culture cotonnière et ses exportations pèsent énormément. Ce qui veut dire donc que pour de nombreuses petites exploitations familiales en Afrique, 2 à 3 millions, c'est l'estimation aujourd'hui, le coton est une source de revenus monétaires très très importante. Le revenu lié au coton est estimé à 150 € par hectare et par an. Sachant qu'en Afrique, les exploitations cotonnières sont en général de petite taille, elles font rarement plus de 1 hectare. 16 millions de personnes globalement en Afrique de l'Ouest et du Centre sont impliquées dans la production, la transformation et la commercialisation du coton, donc ça fait vivre quand même pas mal de monde. Mais il y a peu de transformation locale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en mettant en vis-à-vis la production et la transformation. C'est lié à des questions de coût de l'énergie, à la faiblesse des infrastructures, à l'instabilité politique dans certains pays, voire à l'insécurité dont on entend parler. Malheureusement, l'actualité récente nous le montre encore. Alors, comment est produit le coton ? La majorité de la production mondiale en termes de surface, c'est du coton pluvial, c'est-à-dire qu'il n'est pas irrigué, il ne dépend que de l'eau de pluie. Ça représente 41% de la production en termes donc, de quantité de matière. Donc vous avez ici une illustration qui vous montre quand même qu'une grosse majorité des pays produisent sans ou avec très peu d'irrigation. Donc tout ce qui est en bleu, c'est la quantité d'eau de pluie. Donc l'autre partie, c'est du coton irrigué. La culture cotonnière consomme 3% de l'eau mondiale d'irrigation. C'est à mettre en vis-à-vis avec le blé, par exemple, qui consomme 15%, le riz 13%, le maïs 10%. Donc il y a des cultures qui sont beaucoup plus gourmandes en eau que le coton. En moyenne, on peut estimer que pour produire 1 kg de coton graine, donc le produit brut de la récolte, il faut 485 litres d'eau d'irrigation, ce qui ramené au kilo de fibres, donc après l'égrenage, correspond à un peu plus d'1 mètre cube d'eau d'irrigation pour obtenir 1 kg de fibres. L'aspect récolte, la récolte est mécanisée dans les pays développés, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie, etc., etc. La récolte manuelle se fait dans les autres pays et essentiellement dans les pays en voie de développement, Asie et Afrique. Aujourd'hui, on peut considérer que 70% de la production mondiale de coton est récoltée à la main. Alors, une question qui est souvent posée, c'est le transgénique dans tout ça. Le cotonnier, c'est la 3e culture transgénique mondiale en termes de surface. Vous avez une illustration donc, sur ce graphique. La première culture transgénique, c'est le soja, la seconde, c'est le maïs. Mais en termes de pourcentage, c'est le cotonnier qui est la plante la plus transgénique, j'allais dire, puisque 80% de la production est cultivée avec du cotonnier, donc avec des variétés transgéniques. Il y a 3 types de cotonniers transgéniques. Alors nous, on parle de CGM, de cotonniers génétiquement modifiés. Le premier type, donc, ce sont des cotonniers résistants à des chenilles, donc qui attaquent les fruits du cotonnier, la capsule, qu'on appelle le coton BT. Donc c'est en général l'expression qu'on entend le plus souvent. Mais il existe également des cotonniers transgéniques résistants ou tolérants à des herbicides. Alors évidemment, on entend parler beaucoup de glyphosate, de Monsanto, de Bayer en ce moment. Donc c'est le coton HT, herbicide tolérant. Et puis il y a des cotonniers qui cumulent les 2 types de caractéristiques, donc ils sont à la fois résistants et herbicides tolérants, donc ils sont BT et HT. Alors ces cotonniers génétiquement modifiés représentent donc 11% des superficies mondiales en culture génétiquement modifiée en 2016, toutes cultures confondues. Et il est cultivé aujourd'hui, ce cotonnier génétiquement modifié, dans 14 pays, donc essentiellement l'Inde, les États-Unis, le Pakistan et la Chine. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui 80% des surfaces cotonnières mondiales qui sont en transgénique.
Alors, je vous ai mis une petite illustration ici. C'est un tableau de Degas, Edgar Degas, qui a travaillé quelques mois, je crois, dans une salle de classement de coton qui était tenue par son oncle aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Tout ça pour vous illustrer donc, que le coton, ce que je disais un petit peu tout à l'heure sur le schéma de la filière, le coton doit être classé pour pouvoir être constitué en lot homogène. Et donc vous avez ici sur la table au centre à gauche donc des classeurs, donc des gens qui sont capables visuellement, et ainsi que le monsieur assis au premier plan, visuellement et manuellement d'apprécier la qualité du coton, sa longueur, sa couleur, sa charge en matières étrangères. Donc voilà, ce type de laboratoire enfin, ou de salle de classement a évidemment beaucoup évolué aujourd'hui. C'est réalisé encore par des classeurs de façon manuelle et visuelle dans certains pays, mais de plus en plus sur des instruments de mesure automatisés. Tout ça pour dire que la qualité du coton donc, est déterminée par un ensemble de caractéristiques technologiques, donc la longueur, l'uniformité de longueur, la résistance à la rupture, quand on tire dessus, il ne faut pas que ça casse trop rapidement évidemment, la couleur, la maturité, la finesse qui va nous permettre de déterminer la qualité du fil qu'on va pouvoir constituer, la teneur en matières étrangères, etc. etc. Alors ces caractéristiques donc, déterminent l'ensemble de ces caractéristiques détermine un usage potentiel de chaque lot de coton qui va lui donner une valeur sur le marché mondial. Le coton est une matière première qui est cotée en bourse, qui fait donc l'objet de contrats commerciaux et qui permet de déterminer des prix de cession entre un vendeur et un acheteur, et avec également une marge de prime ou de décote selon que le coton qui est fourni répond plus ou moins aux besoins des utilisateurs. Je vous ai mis ici un graphique qui retrace sur une trentaine d'années l'évolution, la fluctuation des prix du coton à travers le monde. Alors, le prix du coton est fixé en cents de dollars par livre. Je vous ai fait la traduction en euros par kilo, ce qui est un petit peu plus parlant. Donc, c'est sur l'échelle de droite en rouge. Donc, on est aujourd'hui à un prix sur le marché international de l'ordre de 1,60 € du kilo de fibre. Alors vous voyez qu'il y a des fluctuations. Il y a eu notamment un pic important dans les années 2010-2011, bon, ce qui n'est pas étranger avec la crise financière qu'on a connue à l'époque, mais également qui est lié à des aléas de production. Il y a eu des gros problèmes climatiques et de ravageurs qui ont fait que la production a chuté. Et donc évidemment la demande a augmenté et les prix avec. Alors comment se répartit la valeur du coton au sein de la filière textile? Donc là vous avez un schéma qui est proposé par un organisme qui s'appelle le COMESA, donc qui part du coton brut, hein, l'eurocoton. Alors c'est de la fibre, hein, c'est pas du coton graine, hein, on a déjà passé l'étape d'égrenage, on est sur une balle de coton et on va jusqu'à la transformation en produit fini et en vêtements. Et là on estime qu'à partir d'une valeur de 100 du coton brut, on arrive à une valeur de 8 à 9 fois sur le produit fini. Alors nous, on s'est amusé, entre guillemets, à faire l'estimation dans des conditions de production d'Afrique subsaharienne, donc la zone CFA. Le prix d'achat du coton graine, donc le produit de la récolte au petit producteur, c'est 30 centimes d'euros du kilo. C'est le prix moyen aujourd'hui en Afrique subsaharienne. Ce qui représente en valeur de fibre, puisqu'il y a à peu près 40% de fibres dans un kilo de coton graine, 75 centimes d'euros du kilo de fibre. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'on achèterait aux producteurs. Le cours mondial, je vous l'ai dit, actuellement, il est à peu près à 1,60 €, 1,63 €. Sauf erreur, un t-shirt de 100% coton qui doit faire dans les 200 grammes à peu près, s'il est vendu 15 €, ça veut dire qu'on est sur un prix de 75 € du kilogramme. Donc on est sur un facteur à peu près 0,75 à 75, de 1 à 100. C'est l'illustration que vous avez sur ce t-shirt schématisé. 1% du prix de vente finale correspond à peu près au prix de la matière première, 1% à l'étape d'égrenage, 21% aux étapes de transformation en filature. Alors les filateurs ne sont pas toujours les tisseurs ou les tricoteurs, donc c'est pour ça que les deux étapes sont séparées. 7% du prix va au tissage-tricotage, 15% à la teinture, à l'impression, et les 55% restants à toutes les étapes qui vont amener le produit jusqu'au consommateur final. Donc je pense que ça permet de bien remettre en évidence la part de ce qu'est la production dans le prix du produit fini. Alors voilà pour les chiffres, j'espère que je ne vous ai pas trop endormi avec toutes ces informations chiffrées. Je passe maintenant sur un point que j'appelle le coton et développement durable, donc la filière un petit peu au sens large. Bon, juste un rappel de ce qu'est le développement durable selon la définition officielle du rapport Brundtland. Donc c'est
Le développement durable consiste à répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs. Alors il y a une autre définition qui est beaucoup moins orthodoxe, j'allais dire, en tout cas beaucoup moins officielle, qui est de dire que la durabilité est un casse-tête pour les acteurs des produits de base, dont le coton. C'est quelque chose auquel chacun aspire, que tout le monde exige et que personne n'arrive à définir en termes pratiques. Bon. Juste pour mémoire, mais évidemment, je pense que tout le monde a ça en tête. Donc, les 3 piliers de la durabilité. Alors, pardon, j'ai oublié l'aspect culturel, effectivement, mais c'est vrai que c'est ce schéma qu'on retrouve le plus souvent quand on parle de durabilité. Donc, les 3 piliers de la durabilité, avec des éléments intermédiaires. C'est-à-dire que si on n'a que l'aspect social et écologique, on parle de développement vivable. Si on n'a que l'écologie et l'économie, on parle de développement viable. Si on n'a que le social et l'économique, on parle de développement équitable. Le durable, c'est uniquement quand les 3 piliers sont adressés. Alors, coton et développement durable. Quand on parle de coton, on a parfois des images qui viennent ou des remarques. Production du coton au champ. Ah oui, endettement des producteurs de coton en Inde, suicide, travail des enfants en Ouzbékistan, assèchement de la mer d'Aral, déforestation au Brésil. C'est souvent des choses qui remontent. Alors, il faut sans doute mettre un petit peu de bémol sur un certain nombre d'informations, mais en tout cas, c'est une image qui colle parfois à la production du coton. D'autres éléments également, tout ce qui est transformation dans l'industrie textile, les conditions de travail au Bangladesh, donc avec des événements il y a quelques années, donc avec l'écroulement de cet immeuble qui a provoqué tant de morts, donc tout ça lié à l'industrie textile, la pollution de l'environnement en Chine et en Inde, donc avec des rejets d'eau usée sans filtration, etc., etc. Des questions aussi sur l'envers des labels. J'évoquerai les labels tout à l'heure, mais effectivement, les utilisateurs se posent souvent des questions. Des équilibres de répartition de la valeur tout au long de la chaîne qui va donc du producteur jusqu'à l'utilisateur final, etc., etc. Alors, au-delà des catastrophes humaines et environnementales causées par l'homme, alors pas que dans le domaine du coton, mais en partie le coton peut y être associé, il y a une prise de conscience globale de la fragilité de la planète, bien sûr, de l'évolution non pérenne des modes de production et de consommation qui sont basés sur des ressources non renouvelables, donc tout ce qui est lié à l'environnement, à l'écologie et à l'environnement, la nécessité d'améliorer les conditions de vie des plus démunis, donc la dimension sociale, et puis la mondialisation des échanges aujourd'hui, donc qui a trait à l'économie. Alors beaucoup de questionnements sont issus finalement de l'aval des filières, c'est-à-dire qu'ils viennent des utilisateurs, des distributeurs, des consommateurs, qu'on appelle même maintenant les consommateurs, puisqu'ils ont un rôle important à jouer. Le développement des ONG, qui attire aussi l'attention sur un certain nombre de problèmes. La mise en place donc, de chartes, de labels, de certificats, que ce soit la qualité, le bio, l'éthique, le responsable. Tout ça, ce sont des choses qui émergent et qui questionnent la filière coton, pas que, mais aussi et notamment la filière coton. Alors on peut aussi se poser des questions sur les engagements qu'il peut y avoir sur ce développement durable, entre un réel engagement, une image de marque, un argument marketing, voire même dans les cas les plus extrêmes du greenwashing. Ça, on sait très bien que ça existe. Bon, il faut aussi savoir faire la part des choses, ce qui n'est pas toujours évident. Alors quelques mots sur les labels de durabilité dans le secteur cotonnier. Je parlerai du plus important qui est le BCI, Better Cotton Initiative, dont vous avez peut-être entendu parler, notamment à travers une émission envoyée spéciale, je crois, qui avait fait un focus sur ce label. C'est un organisme à but non lucratif qui a été créé au début des années 2000, qui concerne un certain nombre de pays. Donc vous avez ici une petite liste, Brésil, Inde, etc., donc sur différents continents. Le BCI promeut des standards de production durable et responsable à travers le respect de l'environnement, les conditions de travail décentes, la rentabilité financière. Il finance des programmes de formation pour les agriculteurs directement sur le terrain. Il représente à peu près aujourd'hui, enfin sur 2016-2017, les derniers chiffres disponibles, 12% de la production mondiale. Le BCI fonctionne à travers un système d'auto-évaluation des producteurs, donc un respect de cahier des charges, avec des contrôles de crédibilité par BCI ou par ses partenaires. Il y a une ségrégation physique du coton BCI jusqu'aux balles de coton sorties des usines d'égrenage, mais cette ségrégation physique n'existe plus ensuite, elle n'est plus requise en tout cas, elle n'est plus obligatoire dans les étapes suivantes. Ce qui fait qu'en filature, par exemple, vous pouvez très bien mélanger du coton BCI et du coton non BCI, et continuer à avoir une appellation BCI. Donc ça fausse un petit peu la visibilité de cette appellation. Le coton transgénique est autorisé et le BCI ne fixe ni n'encourage un prix plus favorable pour les producteurs de coton.
Autre label, le coton Made in Africa, CMIA, créé à la même époque que le BCI, par deux organismes, Aid by Trade Foundation et Competitive African Cotton Initiative, le COMPACI, qui touche évidemment uniquement des pays africains comme son nom l'indique. Donc aujourd'hui, une petite dizaine de pays sont concernés. Ça représente à peu près 40% de la production africaine, donc ce qui est loin d'être négligeable, et ça a tendance à se développer. Le programme, le label dispense des formations aux agriculteurs sur les meilleures pratiques de production. Il essaye d'améliorer les moyens d'existence des producteurs africains, donc à travers des bonnes pratiques agricoles qui sont aptes normalement à améliorer leur rendement et donc leur revenu, et en respectant des normes de production durable. Le but, finalement, la philosophie derrière tout ça, c'est de mettre les agriculteurs en rapport avec la demande, une demande fiable et croissante des partenaires, notamment de la grande distribution, qui sont engagés dans un coton durable. Donc il y a des partenariats avec ce type de grands distributeurs. Le coton transgénique, là encore, est autorisé. Autre label dont on entend souvent parler, pas que pour le coton, mais pour beaucoup de produits, c'est Fairtrade, donc, qui a été créé par Fairtrade International en 2004 et qui est donc suivi par Max Havelaar. Beaucoup de pays sont concernés, mais ça ne concerne que les petites exploitations agricoles et pas les grandes entreprises. C'est aujourd'hui en volume relativement faible, c'est 0,2% de la production mondiale. Les critères qui sont associés, c'est le respect du droit du travail et un prix minimum garanti pour les producteurs, ce qui amène souvent une vente pour eux avec un prix au-dessus du prix du marché. Fairtrade propose une prime de développement pour ses producteurs. Cette prime de développement est en général investie dans des projets de santé, d'éducation sociale ou d'investissements commerciaux locaux, donc au niveau des organisations de producteurs. Le coton transgénique et les substances chimiques dangereuses sont interdits dans ce label. Il y a une volonté de préserver les ressources naturelles, notamment les ressources en eau, et une prime supplémentaire est octroyée pour les producteurs qui, de surcroît, font du coton bio. Dernier label que j'évoque ici, c'est le coton biologique, ou organic cotton en anglais, donc qui a lui été plus ancien, créé dans les années 90 en liaison avec Textile Exchange. Il concernait 18 pays en 2016. C'est là encore relativement confidentiel, 0,2% de la production mondiale, mais plus de la moitié est produite en Inde. Il faut avoir en tête que pour passer d'un coton conventionnel à un coton bio, ce qui est vrai pour d'autres cultures, pas que pour le coton, mais il y a un temps de conversion qui est nécessaire. Pour le coton, c'est 3 ans. Donc, à partir du moment où on arrête la culture conventionnelle pour passer sur de la culture bio, on ne peut vendre sa production qu'après 3 années de conversion. Donc, ce qui nécessite, pendant cette période-là, ce qui implique un manque à gagner pour les producteurs, parce qu'en général, la production bio a un rendement qui est à peu près divisé par 2, en rendement en kilos à l'hectare, par rapport à une production conventionnelle. Vous avez ici une évolution, vous voyez que ça a monté pas mal dans les années 2009-2010 et que ça a eu tendance à redescendre, et c'est relativement stable depuis quelques années en termes de volume de production. Et là, vous avez une répartition donc, des principaux pays producteurs, donc l'Inde, la Chine et des pays d'Asie centrale. Ce schéma général donc, vous fait une comparaison des 4 labels que j'évoquais tout à l'heure. Donc, sur l'échelle chiffrée, vous voyez un peu les volumes de production. Donc, on est sur un peu plus de 3 millions, ce sont des milliers de tonnes, donc 3 millions de tonnes de coton Better Cotton Initiative, BCI, quand vous avez 500 000 tonnes, donc un demi-million pour le coton Made in Africa, et 125 000 tonnes et 25 000 tonnes pour Organic Cotton et Fairtrade Cotton. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. En termes de, si on regroupe tous ces cotons vendus sous label, donc coton labellisé, ils représentaient 6% de part de marché dans les années 2012-13. Ça a progressivement augmenté pour arriver de nos jours à 19-20% à peu près. Donc ça progresse régulièrement, mais là on est encore sur des taux qui ne sont pas majoritaires, loin de là. Alors, je passe sur le dernier point de cette présentation qui évoque davantage la durabilité des systèmes de culture du coton. Donc, c'est plutôt en relation avec ce que nous, CIRAD, faisons, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur la partie amont de la filière, sur la partie production, donc plus près des producteurs que du produit fini.
Il faut savoir qu'à travers le monde, il y a une grande diversité de situations de ces systèmes de culture du coton, donc qui vont des systèmes d'agriculture hyper mécanisés et intensifs. C'est l'illustration que vous avez en haut à gauche, je crois que c'est aux États-Unis. En haut à droite, vous avez une étape un petit peu intermédiaire, une photo qui est prise en Turquie. Donc vous avez avec une motorisation existante, mais avec une échelle quand même beaucoup plus réduite. Et puis en bas à droite, c'est une récolte de coton au Cameroun, et en bas à gauche, c'est en Asie centrale, je crois que c'est en Ouzbékistan. Donc récolte mécanique, récolte manuelle, et avec entre les deux donc tout un gradient donc en termes de quantité, de rendement et d'outils alors pas seulement de récolte, également de culture, hein. Donc tout ce qui est semis dans les pays africains, par exemple, le semis se fait à la main, hein. Tout est manuel. Au mieux, les petits producteurs ont une paire de bœufs pour tirer une charrue, pour sarcler et entretenir le champ, mais ça ne va guère plus loin. En termes de système de culture, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la rotation, hein. Le coton, évidemment, n'est pas cultivé seul en général. Il faut raisonner sur plusieurs années de culture. Aux États-Unis, en général, c'est une année coton, une année maïs, et on alterne les deux, donc sous forme d'une grande culture mécanisée, hein. Donc il y a assez peu de place pour un temps de repos du sol. En Chine, les techniques sont un petit peu différentes, surtout que ce sont souvent des petits producteurs qui associent en général des cultures. Là, vous avez, après récolte, vous voyez des pailles de blé qui ont été récoltées, et le coton a été semé au milieu du champ de blé. Donc, à partir du moment où le blé est récolté, le coton peut commencer à se développer. Donc là, on associe les deux cultures. C'est une petite culture mécanisée. Ils ont beaucoup de petits motoculteurs ou de petits tracteurs, donc qui est une mécanisation qu'on appelle intermédiaire, qui est en pleine expansion. Et puis, dernier exemple, donc c'est en Afrique subsaharienne, où vous avez en général une rotation qui est faite, dans le meilleur des cas, sur environ 4 ans. Une première année, on sème de l'arachide. L'arachide, c'est une légumineuse qui a pour propriété de fixer l'azote de l'air, et donc qui enrichit le sol en azote. Derrière, on sème du coton qui va bénéficier de cet apport en azote dans le sol. Le coton, en général, est une des rares cultures en Afrique qui bénéficie d'un apport d'engrais. Et donc, le fait de mettre une céréale alimentaire comme le sorgho, par exemple, ici derrière le coton, ça permet de bénéficier de ce qu'on appelle de l'arrière-effet fumure. Donc, la fumure, enfin les engrais mis sur le coton, restent monopolisables en partie sur la culture suivante, donc le sorgho en l'occurrence. Et puis, en général, il y a une année de repos, une jachère qui permet au sol de se restaurer. Donc tout ça en petite culture annuelle, et je vous le disais tout à l'heure, en Afrique subsaharienne, on est sur des surfaces qui sont de l'ordre de 1,5 hectare à 1 hectare. Comment est-ce qu'on va vers des systèmes de culture qui soient plus durables? Parce que c'est bien la question qui se pose aujourd'hui. Alors il y a un certain nombre de jeux de pratique qui sont mis en œuvre, dont certaines sont connues. Le zéro labour, c'est-à-dire qu'on va semer un champ sans labourer au préalable, c'est-à-dire qu'on sème juste en dégageant une ligne, et on garde quand même le sol couvert par même si ce sont des mauvaises herbes, on les contrôlera après, mais au moins ça laisse le sol couvert et ça évite qu'il ne se dégrade trop vite. Gestion intégrée de la fertilité des sols, donc c'est par exemple en mettant des légumineuses en rotation avec le coton ou les autres cultures, qui permet d'enrichir le sol, de mettre également des plantes de couverture qu'on va laisser se dégrader au sol pour enrichir le sol en matière organique. Toutes les pratiques d'agroécologie, dont on entend là encore beaucoup parler. Agroforesterie, c'est-à-dire qu'on associe les cultures annuelles avec les arbres, donc des arbres qui peuvent être semés en ligne ou simplement espacés au milieu d'un champ de culture annuelle. Tous les questionnements autour de la gestion de l'eau, qui sont évidemment très, très, très importants, notamment dans les zones subsahariennes. Et tout ce qui est engrais organique, aujourd'hui, les engrais, ce sont souvent des engrais minéraux, donc des engrais de synthèse. Ça veut dire qu'il y a un impact important en termes environnementaux, puisqu'il faut beaucoup d'énergie et il faut extraire des matières premières. Les engrais organiques, en général, en Afrique, ils sont faits à partir de ce qu'on appelle la terre de parc, c'est-à-dire le sol qui est récupéré, les litières sous les bovins. Mais on peut également faire du compostage de matière végétale, on peut récupérer tout ce qui est fauche, coupe, etc. Donc ce sont des choses qui se développent, et il y a des techniques qui sont mises en place et des formations qui sont faites aux producteurs.
Donc quelques exemples sur lesquels je peux revenir, c'est la couverture permanente du sol que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ne jamais laisser un sol nu. C'est quelque chose c'est une philosophie qui se développe de plus en plus à travers le monde actuellement. Le but, c'est à la fois de préserver la biodiversité, donc végétale mais également animale. On entend beaucoup parler de conserver les vers de terre dans le sol parce que c'est eux qui font finalement le labour le plus efficace. Conserver l'humidité, un sol couvert évapore beaucoup moins d'eau qu'un sol nu. On introduit des plantes de service également maintenant, que ce soit des plantes pièges pour attirer certains insectes, soit des prédateurs d'insectes, car maintenant on raisonne à l'échelle globale des cycles, c'est-à-dire que si on veut, on évite de détruire certains ravageurs, c'est surtout pour pouvoir maintenir une population de prédateurs de ravageurs. C'est-à-dire qu'on les laisse, entre guillemets, régler leur compte entre eux. Il y a des systèmes push-pull, c'est-à-dire qu'on met une culture qui va attirer les insectes et une autre qui va les repousser. Donc tout ça, c'est des systèmes d'attraction-répulsion qui permettent de contrôler un petit peu les ravageurs. Une technique assez récente, qui a été redécouverte en tout cas assez récemment, qui est l'essimage des cotonniers, c'est-à-dire qu'on coupe la tête, on supprime le bourgeon terminal, ce qui a pour effet chez le cotonnier d'induire l'émission de composés organiques volatiles. En fait, ce sont des signaux d'alerte que la plante émet pour prévenir ses voisines qu'elle est attaquée. Et ça a également un effet répulsif sur certains ravageurs. Donc on travaille sur cet aspect-là. On s'est aperçu qu'en essimant 10% d'un champ, on avait un effet très positif sur l'ensemble du champ, donc à la fois en termes de réduction de la pression des ravageurs, mais également en termes d'amélioration du rendement. Donc c'est des choses, une technique tout à fait naturelle, qui demande de la main-d'œuvre certes, mais qui est relativement efficace, et en tout cas avec un impact environnemental qui est quasiment nul. Des travaux sont faits sur les biopesticides et les biofertilisants qui sont en développement dans un certain nombre de pays. On développe évidemment, mais ça c'est pas récent, de nouvelles variétés de cotonniers. Ça se fait depuis des décennies et des décennies. Mais on est maintenant plus focalisé, peut-être moins directement sur le rendement ou sur la qualité, mais davantage sur une meilleure efficience d'utilisation de l'eau, qu'un pied de cotonnier puisse se développer avec moins d'eau, ou en tout cas avec de l'eau juste à des périodes cruciales. Développer également des résistances aux bioagresseurs. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a certaines espèces de cotonniers qui ne sont pas cultivées parce qu'elles n'ont pas de fibres, mais par contre ce sont des réservoirs de gènes qui sont très intéressants pour justement introduire des caractères de résistance aux bioagresseurs. Ou ça peut être des résistances au manque d'eau, ça peut être des résistances à la salinité par exemple, etc. Alors pour préserver les ressources naturelles, c'est le but donc de ces nouveaux systèmes ou de ces systèmes de culture plus durables. Le but c'est de préserver les ressources naturelles, la biodiversité, la santé humaine, donc je l'évoquais tout à l'heure, à travers l'eau, à travers les sols, à travers les bioagresseurs et la faune utile. Tout ça pour finalement aussi s'adapter aux changements globaux, donc on entend bien beaucoup parler de changements climatiques, mais également tout ce qui est utilisation, usage des terres. On voit que certaines terres sont utilisées, détournées d'un usage agricole pour des utilisations donc, qui ne le sont pas. Et ça pose un certain nombre de questions donc, d'accès à la terre, notamment pour les producteurs. Et puis donc, tout ce qui est ressources renouvelables qui ne sont évidemment pas indéfinies. Alors, ce qui concerne l'eau, une petite remarque, le cotonnier, c'est quand même une espèce rustique qui craint davantage finalement l'excès d'eau que son manque. On peut faire boucler le cycle du cotonnier, donc du semis jusqu'à la récolte, avec 700 mm de pluie, voire moins, ce qui est relativement peu pour une culture. La concurrence entre irrigation et eau à usage domestique, c'est surtout le fait des pays riches, donc les pays en voie de développement, la question ne se pose pas, d'autant plus que l'irrigation est en général quasiment inexistante. La tarification de l'eau au plus juste tend à réduire aussi la consommation d'eau d'irrigation. Se développe, alors beaucoup moins dans les pays en voie de développement, mais plutôt dans les pays industrialisés, une agriculture de précision, c'est-à-dire qu'on apporte la dose qu'il faut à l'endroit où il faut, donc avec toutes les nouvelles technologies, satellites, etc., donc qui conduisent à un usage plus responsable de l'irrigation. La pollution de l'eau par les fertilisants, c'est surtout un problème dans les pays riches parce que dans les pays en voie de développement, encore une fois, on a plutôt tendance à mettre pas assez de fertilisants que trop. Et il y a finalement peu de signes tangibles de pollution de l'eau par les résidus de pesticides aujourd'hui, sauf quelques cas accidentels, mais de façon générale, il n'y a pas de problème avéré.
En ce qui concerne le sol, alors c'est vrai qu'il y a une réalité de mise en culture accélérée des terres en Afrique. Il y a beaucoup de demandes, et notamment avec des investisseurs étrangers. Pour autant, le coton est-il responsable seul de cette réalité de la déforestation ? La question est posée, mais bon, la réponse évidemment est à moduler avec un certain nombre d'autres éléments, comme les besoins liés à la croissance démographique, notamment en Afrique, les besoins alimentaires et des personnes, l'exploitation forestière pour l'export. Voilà, ce sont tout cela qui contribue à cette réalité de la déforestation. On dit parfois que le coton appauvrit le sol. Alors, en Afrique, ce n'est pas le cas, mais la fertilisation qui est appliquée compense tout juste les besoins de la plante. Donc, le problème est plutôt la possibilité pour les producteurs d'accéder à une fertilisation, alors minérale, pas vraiment, mais surtout organique. Les gros problèmes, ce sont des problèmes de transport, les moyens de transport du fumier, par exemple, jusqu'au champ. C'est des problématiques parce qu'il manque de carrioles, de charrettes, etc. pour transporter cette matière première. En termes de santé humaine, de faune et de flore, l'usage des pesticides, on sait qu'il a eu un impact certain sur la composition et la population de la faune des arthropodes, c'est-à-dire les insectes, les araignées, etc. Donc tout ce qui est associé à l'environnement immédiat du cotonnier et qui est souvent une source de dégâts sur la culture. En ce qui concerne les vertébrés, l'impact est beaucoup plus difficile à cerner, sauf des cas très ponctuels. La tendance aujourd'hui est très nettement à une réduction de la quantité totale donc de pesticides qui est utilisée par unité de surface sur la culture cotonnière, et une tendance également très nette de réduction de la toxicité des molécules autorisées. Toutes les molécules déclarées les plus toxiques sont maintenant interdites. Je vais vous prendre juste ici un exemple d'utilisation d'insecticides sur la culture cotonnière au Togo, exprimé en kilogrammes de matière active de produits insecticides par hectare. On était dans les années 90 à 3 kg de matière active par hectare. On est aujourd'hui, enfin c'était en 2010 ici, et je pense qu'on a continué à diminuer, de l'ordre de 1 kg. En tout cas, on n'est pas remonté, c'est certain, et encore une fois, les matières actives les plus dangereuses ont disparu. J'évoquais tout à l'heure rapidement biopesticides et biofertilisants. Donc il existe deux types de produits. Les extraits qui sont faits directement par les producteurs à la maison à partir de prélèvements de plantes locales qui sont mises à macérer, etc. Et donc ils produisent une substance qui permet de protéger la culture. Par exemple, au Mali, le coton bio est protégé avec ce type de produit. Juste une remarque en passant, biopesticide ne veut pas dire produit sans danger. Ce sont des produits naturels, ça ne veut pas dire des produits qui ne doivent pas être manipulés avec précaution néanmoins, car ils ont quand même un effet toxique potentiel. Et il y a des développements potentiels expérimentaux et commerciaux, donc en termes de biopesticides et biofertilisants qui sont en cours de développement. Alors pas vraiment en Afrique, mais sur d'autres continents, ça se développe. Alors quand on parle donc d'aller vers des systèmes de culture plus durables, certes, mais comment est-ce qu'on s'assure que ces systèmes sont effectivement plus durables ? Ça veut dire que derrière, il y a une nécessité de mesurer la durabilité de ces systèmes pour s'assurer qu'on progresse bien dans le bon sens. Donc pour ça, il faut évidemment disposer d'une information objective sur les aspects sociaux, économiques et environnementaux de la production mondiale de coton. Ça veut dire qu'il faut disposer de critères objectifs et quantifiables. Ça veut dire qu'il faut finalement une liste d'indicateurs. Alors, j'introduis ici un panel, le panel CIP, qui travaille sur la performance sociale, environnementale et économique de la production cotonnière au niveau donc du champ, on est au niveau de la production. Ce panel a été créé en 2006 sous l'égide du Comité consultatif international du coton, qui est un peu l'instance internationale qui chapeaute l'ensemble des activités cotonnières et qui en tout cas est promoteur de projets et pourvoyeur d'informations statistiques sur la filière. L'objectif de ce panel CIP, c'est d'identifier, de faire accepter et de faire appliquer des indicateurs de durabilité de la culture cotonnière à travers une approche collective et participative. Il n'y a pas de notion de sanction ou d'imposer quoi que ce soit. C'est plutôt une démarche qui vise à partager et à faire adhérer les producteurs à cet objectif. Alors, le CIP a identifié 68 indicateurs qui couvrent les 3 piliers classiques, j'allais dire, donc de la durabilité. En termes environnementaux, ces indicateurs portent
sur la gestion des ravageurs et des insecticides et des pesticides, sur la gestion de l'eau, la gestion des sols, la biodiversité et l'utilisation des terres, et le changement climatique. Bon, je ne détaille pas les indicateurs, mais enfin, la liste est présente ici. En termes, donc sur le pilier économique, c'est deux classes qui sont visées, c'est la viabilité économique, la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire d'une part, et la gestion du risque économique d'autre part. Sur le troisième pilier, le pilier social, donc 4 classes sont prises en compte, les normes et le droit du travail, la santé et la sécurité au travail, l'équité et le genre, et les organisations d'agriculteurs qui sont donc prises en compte. Alors le CIP a produit un rapport qui est téléchargeable sur Internet, il est disponible en plusieurs langues, et donc il regroupe et détaille comment est-ce que ces différents indicateurs ont été élaborés et comment ils sont mis en œuvre. Alors, j'indique ici sur le chemin de la durabilité. La durabilité n'est pas une fin en soi, c'est un processus finalement d'amélioration continue. On essaye d'être de plus en plus durable, c'est-à-dire que vous avez vu que par rapport à ces 68 critères, indicateurs, évidemment, on ne peut pas être bon partout. Un producteur ne sera pas, ou un pays ou une zone de production ne sera pas bonne sur tous les indicateurs, mais évidemment, son objectif, c'est de progresser régulièrement sur notamment les indicateurs les plus faibles. Ce chemin de la durabilité, il est finalement au départ basé sur une demande des utilisateurs. Les utilisateurs souhaitent du coton qui soit respectueux de l'environnement, respectueux des droits du travail, de l'intérêt du non-travail des enfants, etc., et qui respecte également un prix de revient pour un prix d'achat aux producteurs qui soit quand même compatible avec le travail investi et un niveau de vie décent. Donc c'est l'intérêt finalement des producteurs et même de l'ensemble de la chaîne de production d'aller dans le sens de la demande. Alors ces indicateurs de durabilité, évidemment, ce sont des jalons. Comme je le disais, c'est une démarche d'amélioration continue. Il nécessite un suivi dans le temps au niveau des pays ou des zones de production pour pouvoir faire des comparaisons à échelle de temps. Il serait, en toute logique, à étendre à toute la filière et sans s'arrêter uniquement à l'étape du champ de production. Il faudrait aller jusque finalement au produit fini, ce qui pose un problème d'accès et de collecte des bonnes données et surtout de partage des données, car les données existent en général, mais elles ne sont pas forcément partagées. Ces indicateurs sont actuellement en phase d'utilisation, de test ou d'adaptation dans un certain nombre de pays, et en tout cas sur de nombreux continents. Vous avez ici cité l'Amérique du Sud, l'Afrique subsaharienne, l'Australie, et même en Asie, les choses se développent et ça avance. Alors je conclus en espérant être resté dans le temps. Question qu'on peut se poser, donc il y a la durabilité en aval, là on a vu la partie production, et plus loin dans la filière textile. Le coton, en général, est transformé en mélange d'origines. On ne travaille jamais une seule origine de coton dans une filature. On mélange des origines différentes pour s'assurer d'une certaine stabilité dans l'approvisionnement. Il y a également des mélanges de coton durable et non durable. J'en parlais tout à l'heure avec le cas du BCI. Le coton est aussi assez fréquemment mélangé avec d'autres fibres, naturelles, artificielles ou synthétiques. Donc ça veut dire qu'il faudrait également prendre en compte cet aspect d'indicateur de durabilité sur les autres fibres qui sont concernées dans la filière textile. Question liée à l'utilisation de l'eau, de teinture et d'après dans la partie transformation. Je vous ai mis ici un petit graphique. En vert, vous avez la consommation d'eau qui est liée à la production agricole, donc la production au champ, donc en vert. En la zone intermédiaire grisée, ça correspond à tout ce qui est transformation industrielle, donc jusqu'à la production de la matière et du produit fini, du vêtement en l'occurrence. Et la partie en bleu correspond à l'impact du consommateur, de l'utilisateur final. Et là, en l'occurrence, en termes d'utilisation d'eau, c'est tout ce qui est lié au lavage. Donc si on met les choses un petit peu en perspective, vous voyez que les parts peuvent être relativement importantes sur la dernière étape de ce cycle de vie finalement des produits. Alors j'ai pris l'illustration de l'utilisation de l'eau. Évidemment, si on prend d'autres critères, on n'aura pas le même type de schéma, mais c'est tout ça pour dire qu'il faut évidemment toujours relativiser la vision que l'on a sur une filière et bien dire de quel critère on parle. Donc toujours durabilité de la filière en aval, prendre en compte les conditions de travail dans les industries l'industrie de transformation.
Il faut avoir en tête aussi le renouvellement rapide des collections, notamment dans le prêt-à-porter, qui induit aussi une rotation donc rapide des produits, avec des problèmes donc de collecte et de recyclage des produits usagés. Il existe plusieurs standards techniques qui permettent de garantir donc une certaine qualité de la production donc du produit fini. Vous avez ici en bas à gauche Confiance Textile, donc qui est un logo Ecotex, donc qui garantit par exemple ici qu'il n'y a pas de substances nocives dans le produit fini que vous allez acheter en magasin. Et puis à droite vous avez le logo qui est lié à la production de textiles bio-organiques. Quelques questions pour finir, éventuellement pour ouvrir le débat. La multiplication des labels est-elle une garantie de durabilité? On peut se poser la question. N'est-elle pas une source de confusion pour les consommateurs? Et une fibre de coton durable donne-t-elle toujours un textile durable? Là encore, la question mérite d'être posée et on pourrait en poser beaucoup d'autres. Voilà, j'en ai terminé. J'emprunterai juste le mot de la fin à Laetitia Bonaparte qui disait à une époque « pourvu que ça dure ». Et je vous remercie de votre attention. Merci et déjà bravo d'avoir convoqué toute notre intelligence pour ce panorama complet, riche et limpide. Évidemment, beaucoup de questions ont dû naître au cours de cette présentation. Merci aussi d'avoir rabattu les cartes aussi par rapport à pas mal d'a priori qu'on peut avoir sur le monde du coton. Tout n'est pas rose, évidemment, mais ça nous a permis aussi, en rentrant un peu plus dans le détail, d'être un peu moins dans ces a priori et de comprendre avec un peu plus de finesse ce qui se soulève notamment donc dans l'aval de la filière du coton. J'avais une petite question d'ailleurs sur le marché des semenciers. D'une part, est-ce qu'on peut prendre directement la graine et la replanter? Et est-ce qu'ensuite certains types de coton modifiés, notamment pour le BT ou autres, sont des graines qui ne se reproduisent qu'une seule fois? Est-ce qu'il y a un monopole aussi des grands semenciers dans le monde? Qu'en est-il de la question des semences? Alors c'est vrai j'ai pas évoqué du tout cet aspect semencier qui est important. Alors a priori, oui, on peut prendre une graine de coton dans un champ et la ressemer l'année suivante. Elle redonnera bien du coton, effectivement. Simplement, il faut savoir que le cotonnier, c'est une plante. Alors, pardon, j'ai utilisé un terme un peu barbare. C'est une plante essentiellement autogame, c'est-à-dire qu'elle se féconde elle-même. À environ 90%. Mais il y a 10% qui est de l'allogamie, c'est-à-dire que le pollen peut venir d'une autre fleur, d'une autre plante. Donc à ce moment-là, il y a des croisements naturels qui peuvent se faire. Et donc quand vous récoltez une graine de coton dans un champ, vous ne savez jamais si ça vient d'une auto-fécondation de cette plante ou d'une fécondation croisée. Donc les semences, en général, elles sont réutilisées pendant environ 3 ans. Et la 3e année, elles sont envoyées en huilerie, donc écrasées, détruites, et une nouvelle vague de semences arrive. Donc voilà. Alors en termes de monopole, il y a effectivement des compagnies privées qui développent du coton. Alors évidemment, on connaît tous les grandes compagnies internationales, BT ou non, qui font du coton transgénique ou non transgénique d'ailleurs. Beaucoup de compagnies indiennes, par exemple, font des hybrides de coton, pas forcément transgéniques, beaucoup de variétés en Chine, aux États-Unis, etc. Donc il y a quand même un volet recherche variétale qui est très développé. Dans les pays africains, en général, les variétés sont produites par les instituts de recherche nationaux, l'équivalent de l'INRA ou du CIRA, donc qui sont des entités publiques. Et donc les variétés sont des variétés publiques. Voilà. Juste une remarque que j'ai oublié, qu'est-ce que je veux dire sur la graine? Oui, alors sur le fait que la graine ne puisse pas être réutilisée, on avait parlé à une époque d'un gène que Monsanto, je crois, appelait le gène Terminator, ce qui faisait qu'on utilisait la graine une année et que l'année suivante, elle n'était pas reproductible. Voilà. Mais ce gène n'a pas été réutilisé, je crois qu'il a été supprimé sur la base de je ne sais pas si c'est des plaintes ou autre, enfin en tout cas il n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Mais des graines transgéniques, BT, on peut effectivement les réutiliser l'année suivante, mais sous réserve de ces croisements potentiels dans le champ. Merci beaucoup, Monsieur Bachelier. Et nous partons à nouveau en voyage avec un bilan carbone égal à 0. En Indonésie, je crois, Madeleine, nous nous retrouvons.
Madeleine qui vient donc nous expliquer ce prochain extrait musical en Asie, dans l'archipel indonésienne. Alors, ce que je vous propose d'écouter maintenant, c'est deux petites filles de 11 ans qui s'appellent Jinto et Kuto. Elles enchaînent, vous allez entendre, elles enchaînent des fragments de mélodies simultanément, mais ces mélodies ne sont pas coordonnées entre elles parce qu'elles sont en train de travailler au tressage d'un filet. Elles sont très concentrées sur leur travail et on entend ainsi une sorte de polyphonie, enfin une polyphonie à deux voix, mais qui a la particularité d'être une polyphonie aléatoire. Donc je vous propose d'écouter cet enregistrement. Merci Madeleine, c'est la pause, café.